Chères Mesdames et Messieurs, dear ladies and gentlemen, yes, I will do this in Je vais faire mon exposé en anglais. Ce sera donc un rapport du troisième atelier de la rencontre. Et comme vous l'imaginez, après 2 débats sur un nombre de sujets énormes, le troisième atelier a été animé par des gens qui avaient un peu saturé, ce qui veut dire que mon rapport va être plus court que les autres. Mais nous avions quand même une question à laquelle il fallait répondre dans cet atelier. Elle était longue et très compliquée. Alors, je cite. Quelle articulation entre les différentes échelles de l'action et entre les différents systèmes d'acteurs peuvent créer les conditions d'une transition à la durabilité des espaces urbains? Donc, de nombreux termes très difficiles dans cette question, comme par exemple échelle de l'action. Ce n'est pas évident de quoi on parle quand on parle d'échelle d'action, des systèmes d'acteurs et enfin la durabilité et les espaces urbains. Donc, pour commencer avec la question de la durabilité, on a souligné plusieurs fois qu'il s'agissait d'un concept pas mal contesté en fait, puisque dans les différentes langues, les traductions utilisent des termes différents pour parler de durabilité. Donc, on a souligné le fait qu'en français, on dit durable, c'est-à-dire quelque chose qui dure pendant longtemps. En néerlandais, on dit dur, qui veut également la même chose, dire que cela dure, mais cela également veut dire que c'est cher. Donc, si on parle de durabilité en néerlandais, la plupart des gens, certaines personnes vont avoir l'impression qu'on parle de quelque chose qui coûte très cher. Bon. Il y a eu une introduction très intéressante et provocante par le professeur Marco Sagolini. Moi, je m'appelle Matthijs Mirschmeller. Je suis politologue de l'Université d'Amsterdam et c'est à moi de faire un rapport sur une introduction très provocante faite par un universitaire spécialiste de la planification d'un paysagiste. Donc, ça veut dire à quel point nous sommes interdisciplinaires. Alors, Diana et Nikos ont fait leur rapport. Mais nous avons parlé de choses différentes. Alors, il a commencé à nous parler à partir de photos de la côte adriatique, de la mer Adriatique. Il nous a montré des photos. Et son point de départ pour le débat était que le paysage en lui-même est un réseau écologique, mais ce type de paysage et de réseau écologique pourrait donner sa forme à la transition urbaine, et cela de 2 manières très simples. La transition urbaine pourrait être cohérente, converger avec les systèmes écologiques, donc ils pourraient être liés l'un à l'autre, ou alors ils pourraient être en conflit l'un avec l'autre. Le paysage, d'après lui, et ça c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'ici on parle de paysagiste, le paysage est une dimension qui est liée à toutes les autres dimensions, l'économie, l'écologie, la communication, et plus tard dans le débat, moi en tant que politologue, j'étais très content de ce qu'a dit le professeur Sagolini. Il a en effet dit
dit quelque chose qui est très, très important, c'est que quand on parle de transition urbaine, quand on cherche à l'évaluer, ce qui est pertinent, ce n'est pas d'étudier l'économie, la mobilité, l'habitation, le logement, séparément, mais plutôt les liens entre ces éléments. C'est là vraiment qu'il y a innovation. Donc, je répète d'une autre manière ce que Nikos a déjà dit. Si on veut regarder d'où vient l'innovation sociale, il faut regarder les idées marginales, pas les idées dominantes, les idées courantes. C'est plutôt dans les idées à la marge qu'il faut chercher. Donc, voilà ce qui a été dit en introduction. Par la suite, je vais simplement mettre en exergue quelques points. Et le premier, c'est que si on parle d'interaction entre différentes échelles, de quoi parlons-nous? C'est très intéressant parce qu'en fonction de nos disciplines, en fait, on parle d'échelles différentes. Donc la première échelle, donc le type d'échelle, par exemple, qui a été cité, concernait par exemple le paysage, les écosystèmes, les connexions entre ces différents aspects. Donc ça, c'était dans l'exposé qui a été fait. Mais rapidement, immédiatement dans la discussion, on s'est concentré sur l'idée de ce qu'on pourrait appeler des niveaux de prise de décision politique. Par exemple, il y a le niveau local, il y a par exemple le niveau d'un comté ou d'une province. Ensuite, il y a un niveau national, puis le niveau européen. Et une des personnes de l'atelier a parlé de l'importance d'agir au niveau métropolitain, parce que c'est là que les moteurs économiques sont les plus forts. Donc, nous avons parlé des niveaux d'administration publique, c'est le lien entre eux, mais il y a également eu la remarque que les décideurs politiques, ils étudient des territoires, ils les marquent, mais en fin de compte, ils ne sont jamais bien définis, ils ne sont jamais bien marqués. Il faut modifier la définition des territoires en permanence, ce qui fait que il faut redéfinir peut-être avec le développement économique, redéfinir les limites territoriales. Donc, l'idée était qu'il ne faut pas simplement se concentrer uniquement là-dessus, mais sur tous les autres niveaux d'échelle de l'action. Un troisième point qui est pertinent peut-être pour moi, qui suis politologue, qui a été abordé au cours du débat, est que l'échelle, le niveau, c'est-à-dire que quand on va de quelque chose qui est très concret à quelque chose qui est très abstrait, on essaie de voir comment ces niveaux peuvent s'entrecroiser. Alors, si on commence avec quelque chose de très concret, on peut parler de mesures, d'actions qu'on peut observer facilement. Et puis, il y a les politiques. Les politiques, ce sont des mesures, mais c'est aussi beaucoup de débats et beaucoup de documents écrits, ce qui fait que cela fournit une sorte de cadre. Et puis, on a les idées politiques sur les villes compactes, sur l'étalement urbain, les arguments scientifiques qui viennent les étayer, ce qui fait que tout le discours scientifique qui forme les décideurs, les actions des décideurs politiques et les actions des acteurs, c'est très important parce que ça permet d'agir, de mettre en œuvre les politiques, parce que ça nous permet d'agir ensemble, parce que nous avons une compréhension commune de l'action, mais en même temps, cela restreint les actions. Cela nous permet d'agir, mais en même temps, cela restreint notre action. Donc, dans le cas de l'innovation, il faut en fait sortir et essayer de réfléchir en sortant des cadres, des sentiers battus.
Donc, c'est comme ça qu'on a essayé de voir comment ces échelles de discours, ces échelles de science, ce niveau de discours, de science a une influence sur ce qui peut se passer au niveau beaucoup plus concret. En quatrième, je vais parler de quelque chose dont on n'a pas parlé dans le débat, mais qui me semble très important, c'est la théorie de la transition telle qu'elle est développée dans de nombreux pays comme les Pays-Bas, mais également le Royaume-Uni et d'autres pays où on fait une distinction en 3 niveaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle la niche, c'est-à-dire c'est un terme écologique, c'est les endroits où les innovations peuvent se développer, une sorte de zone protégée. Cette niche, elle pourrait se trouver dans un système urbain. Ça peut être un voisin, un système de mobilité, un quartier, un système de mobilité. Et puis, il y a le régime, c'est-à-dire les autorités qui souhaitent maintenir le statu quo, qui souhaitent rester au pouvoir. Et puis, il y a un troisième niveau, c'est le niveau du paysage. Et le paysage est développé et est défini comme tous ces développements qui ont un impact immédiat sur ce qui se passe au niveau urbain, comme par exemple la crise financière, la fermeture de certaines usines, la crise de l'économie, par exemple. Mais si on parle de l'énergie, des catastrophes telles qu'à Fukushima, qui ont eu un impact sur les politiques énergétiques locales et ailleurs. Donc, quand on parle de niveau, d'échelle, ce n'est pas évident de quel niveau, de quelle échelle on parle tout dépend en fait de toutes ces définitions des échelles. Alors, maintenant, en ce qui concerne les systèmes d'acteurs. Alors, ça c'est intéressant, on n'a pas parlé de manière explicite, mais de manière implicite. C'est-à-dire que quand on parle des différents éléments dans la transition urbaine qui méritent notre attention. Alors, la transition, quand arrive-t-il, où arrive-t-elle? Je l'ai déjà dit, c'est dans les liens entre ces différents domaines. Alors, prenons par exemple l'exemple de la mobilité. Cela a été mentionné au cours de l'exposé. On peut avoir la mobilité soft ou fast, donc douce ou rapide. On en a beaucoup parlé ce matin des voitures, par exemple. Moi, je vois très mal, donc je ne conduis pas, mais je peux défendre les voitures. Ce serait intéressant à l'avenir que la voiture devienne le moyen de transportation, de transport le plus écologique. C'est une possibilité. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais ça pourrait être le cas si on parle de système de mobilité, si on parle par exemple d'un équilibre carbone, eh bien, il est très possible que nous utilisions la biomasse et qu'il y aurait une division entre une fraction carbone et une fraction hydrogène, et on l'utiliserait par exemple comme engrais, par exemple, pour que le raisin pousse dans la région Champagne, par exemple. Ça permettrait d'avoir une gestion des sols durable. De cette manière, on contribuerait à l'équilibre carbone et puis cela permettrait à ceux qui conduisent de ne pas avoir une mauvaise conscience. Je ne dis pas que ce sera l'avenir, mais il y avait quand même un intérêt, c'était les véhicules dans une grille. Les véhicules sont des moyens importants de stocker l'énergie. Alors, il y avait d'autres choses qui ont été mentionnées, comme par exemple les moyens de communication, comme étant très importants, et puis également la chaîne alimentaire. Bon, alors, nous aimerions tous que la chaîne alimentaire soit plus courte, soit plus locale, que le chemin soit plus court entre la production et la consommation. Et bien entendu, l'énergie, le gaspillage, l'eau. Donc, quand on parle de ces liens entre tous les domaines, on peut penser par exemple à une serre au niveau municipal où on fait pousser quelque chose, mais que
Le surplus d'énergie pourrait être utilisé pour chauffer la serre, pourrait être utilisé pour le chauffage urbain. Ça rendrait la ville plus durable. Donc, tous ces sujets sont liés aux acteurs, comme les exploitants agricoles, les conducteurs, les gens qui travaillent dans les transports urbains, les hommes politiques, les sociétés d'énergie, les sociétés, la voirie, le ramassage des ordures, les personnes qui gèrent le système d'égout et d'assainissement, tous ces gens-là, tous ces acteurs peuvent être impliqués d'une manière ou d'une autre dans la transition. Et puis, il y a eu un petit commentaire, une petite aparté que j'ai trouvé très intéressant. On parle d'échelle, on parle d'espace, mais il y a également des échelles en termes de temps. Cela a déjà été dit. Nous vivons dans une époque où il y a une accélération incroyable du temps. Tout s'accélère. Mais ça, c'est l'inverse de la durabilité. Donc, vous avez peut-être entendu parler du mouvement Slow Food. Ça veut dire que ce n'est pas simplement la production d'alimentation durable, mais également la goûter de manière durable. Donc, également le mouvement des Slow City. Et puis, un autre mouvement dont on a parlé, c'est ce qu'on appelle la démocratie slow, la démocratie lente. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus importante, ce qui est l'idée que l'on prend le temps de comprendre un problème avant de se précipiter vers des solutions qui, de toute façon, seront peut-être des solutions à des problèmes qui n'en sont pas. Donc, c'est intéressant que la démocratie ait été citée. Parce que quand on parle des acteurs dans cette idée de système d'acteurs, et quand on veut parler d'espaces urbains plus durables. Bien entendu, comme cela a déjà été dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a parlé beaucoup de la coordination politique et le manque de coordination politique. Également, la question a été soulevée si on parle de la transition urbaine et les coordinations entre les différents échelles, les différents acteurs. A-t-on besoin d'un schéma directeur? Mon interprétation, mais dites-moi si j'ai tort, il me semble que le groupe a dit à ce sujet, c'est non, pas besoin d'un schéma directeur. Ça pourrait être un schéma directeur, mais cette transition urbaine pourrait avoir lieu, pourrait commencer dans différents domaines qui ne sont liés que de manière très lâche ou même peut-être même pas du tout connectés. Donc, ce qui veut dire que c'est pas la peine de faire des recherches sur un niveau, une couche particulière, mais plutôt sur différents niveaux, différentes couches. Autre chose qui a été dit, c'est que plus il y a de bureaucratie, plus on a de schémas directeurs, et ici c'est mon interprétation personnelle, plus il y aura de coûts pour les personnes concernées, parce que cela coûterait très cher de participer à un schéma, un plan, parce qu'au départ, il n'est absolument pas clair quelles idées, tout ce qui va être apporté va vraiment être utilisé par les décideurs. Donc, bien entendu, il y a l'idée que lorsqu'on participe, il faut du courage, ça prend beaucoup de temps, il faut essayer de se faire entendre, et puis à la fin, on s'aperçoit que tout ce qu'on a apporté comme renseignement n'est pas utilisé. C'est triste, c'est dommage. Donc, c'est pour cela que l'on parle de démocratie lente, de slow démocratie.
Conclusion. Si j'interprète bien ce qui a été dit au cours de ce débat, ce n'est pas tellement le schéma directeur, mais plutôt les différentes modifications des différents éléments qui permettra de faire arriver la transition urbaine. Ce n'est pas la peine de chercher une sorte de modèle cohérent, directeur. Je ne sais pas si je résume bien les idées du groupe. Alors, si on parle de recherche, ce que l'on observe souvent dans les études sur la transition, si vous prenez une revue de recherche sur ce sujet, on s'aperçoit qu'il y a une méthode oncologique normative dans le domaine de la transition. Si j'aime bien cette personne, si j'ai l'atmosphère dans le groupe, je vais dire les idées de notre groupe seraient plutôt plutôt de voir les choses de manière empirique et ne pas partir d'hypothèses théoriques oncologiques dès le départ. Dernière conclusion, il y a quelque chose qui a été dit, c'est qu'il se passe beaucoup de choses et il est très difficile de se concentrer. Il est très tentant d'utiliser l'expression anglaise qui est de dire on ne peut pas à la fois avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut sélectionner, on ne peut pas tout avoir. Donc, au cours de mon séjour ici, dans cette belle ville de Reims, c'est François qui m'a appris cette expression que je vais essayer de dire dans ma conclusion. Ce n'est pas le fromage ou le dessert. Qui veut dire que ce n'est pas un choix entre le fruit et le dessert. Donc, les Français sont les seuls qui ont une expression qui essaye de dire qu'il ne faut pas se restreindre. C'est-à-dire, c'est qu'on peut avoir tout. Donc, ça c'est peut-être la leçon de cet atelier. Il faut vraiment tenter de ne pas trop limiter notre travail, mais être ouvert à une exploration d'autres domaines de recherche pour ne pas étudier simplement le secteur de la communication, de la mobilité, mais plutôt concevoir notre recherche de façon à prendre le tout sans être inefficace pour autant, sans créer des projets qui prendraient beaucoup de temps, mais il faut que nous soyons créatifs dans le sens où nous essaierons d'étudier plusieurs domaines en même temps, utiliser plusieurs méthodologies en même temps. Ce qui est très important, qui est ressorti du débat, est que si on réfléchit au fait que la science, dans la mesure où nous sommes des scientifiques de différentes disciplines, mais nous sommes quand même des scientifiques qui travaillons dans ce domaine, nous aurons peut-être des responsabilités différentes, des positionnements différents par rapport à la transition urbaine. Bien entendu, d'un côté, il y a la position de l'observateur, c'est-à-dire un observateur neutre, mais il arrive un moment où on en arrive au dialogue, au conflit. Nous aurons peut-être la position du facilitateur. On peut peut-être aider le débat à avancer et, en fin de compte, peut-être même que les scientifiques peuvent jouer un rôle dans l'intervention, faire de la science et faire ce qu'ils pensent être juste. Donc, à nouveau, ce n'est pas le fromage ou le dessert, mais il est important pour que le scientifique se rende compte que dans des circonstances spécifiques, nous avons ces positionnements spécifiques à prendre dans le débat. Donc voilà ma contribution ce matin.